Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Mamadou Ismaïla Konaté, bonjour, ravi d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes juriste, avocat, ancien ministre de la Justice sous la présidence d'Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, président malien. Vous êtes malien, au front. Donc la première question concernera évidemment les questions concerneront le Mali, sauf la dernière. Première question, c'est suite à ce que certains ont appelé un coup d'État dans le coup d'État qui a vu le colonel Assimi Goïta devenir président, Choguel Maïga Premier ministre. Pouvez-vous nous dire de ce nouveau gouvernement, de ses soutiens et du calendrier politique de la transition prévue à ce jour? Oui. Je pense que sans conteste, c'est un coup d'État. C'est un deuxième coup d'État et le 5e en nombre depuis que le Mali est indépendant. Ce matin, bien évidemment, j'ai entendu un ancien ministre qui est en même temps un ami et un petit frère parler de bousculade. Il ne s'agit pas de bousculade, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus sérieux parce qu'une junte militaire a d'abord renversé un régime mis en place. Il est vrai dans des conditions qui permettait justement de faire le constat que le régime de Ibrahim Boubacar Keïta, dans sa deuxième séquence, a été fortement contesté et par un processus justement de contestation populaire, l'armée est arrivée à prendre le pouvoir le 18 août en renversant le président Ibrahim Boubacar Keïta, même si par la suite ça s'est traduit en démission, en réalité il a été acculé à la démission. Et c'est cette même junte militaire dont une partie des membres ont fait partie déjà de la junte de 2012 qui a aussi renversé dans les mêmes conditions le président Amadou Toumani Touré, mort aujourd'hui. Et c'est aussi cette junte-là qui s'est adonnée la 3e fois plus récemment pour écarter du pouvoir et le président de la transition et le premier ministre de la transition, dans des conditions qui sont tout aussi détestables qu'en 2018, le 18 août du moins, et qui sont tout aussi détestables qu'en 2012. Ce processus est condamnable et il faut le condamner comme tel sans jamais trouver de substitut. C'est un coup de force, c'est un coup d'État. Ce qui vaut au Mali d'ailleurs d'être passé sur le banc des reclus, parce que au jour d'aujourd'hui, même si les Maliens se sont réjouis de ce qu'il n'y a pas eu de sanctions économiques, la suspension du Mali est une sanction politique et ce n'est pas forcément quelque chose de très glorieux. Il faut le prendre comme tel et tirer toutes les conséquences en indiquant, et comme la constitution malienne l'indique d'ailleurs, que tout processus de violence qui aboutit au renversement d'un régime est une illégalité. Et en tant que tel, ce processus-là, qui a renversé le pouvoir de transition, est tout aussi condamnable que le processus qui a renversé le régime de Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août. C'est parce que les Maliens en arrivent aujourd'hui à s'expliquer le coup d'État militaire par un certain nombre de dégoûts qu'ils constatent à la suite de la mise en œuvre de régimes civils issus de l'élection, qu'ils en sont aujourd'hui à pardonner même le coup d'État. Et quand vous discutez avec les Maliens d'ailleurs, ils vous diront mais il y a eu un coup d'État mais sans effusion de sang. Comme si, à la limite, on s'attend à ce qu'il y ait plutôt une effusion de sang pour éventuellement condamner, alors qu'il faut condamner dans tous les cas de figure. Vous l'avez indiqué, ce deuxième régime de transition a mis en place le colonel Goïta à la tête de l'État, par le biais d'un arrêt de la Cour constitutionnelle du Mali que je suis loin de comprendre et loin d'approuver. Et ce chef de l'État lui-même a désigné le premier responsable du parti politique qui était en front contre le président Ibeka comme Premier ministre. Un gouvernement de transition a été mis en place. Les défis sont majeurs. Les défis sont d'autant plus majeurs que quand on a entendu déjà les premières directions qui ont été fixées par le chef du gouvernement, à savoir bâtir un cadre électoral indépendant, autonome et capable de pouvoir générer des élections acceptables et acceptées, remettre sur le débat de l'accord sur la paix au Mali,
assurer aujourd'hui une réforme constitutionnelle qui permette aujourd'hui de moderniser l'État, de moderniser les institutions, de les rendre plutôt adaptées, adaptables au contexte du Mali et aux attentes des Maliens. Tout ça sont des défis qui sont tellement énormes aujourd'hui que quand on regarde le temps qu'il leur reste, on peut se poser la question de savoir si ce ne sont pas des turiféraires. J'imagine que le chef du gouvernement est très conscient de l'ampleur du travail, ce qui pose la question du délai et la question du respect du délai. La communauté internationale n'a eu de cesse de rappeler que le respect du délai était une ligne rouge à ne pas franchir. Un certain nombre de Maliens en sont à indiquer les mêmes choses en ce qui concerne le respect du délai, mais il faut se rendre à l'évidence. Ce délai de 8 mois n'est pas tenable au regard de ce qui doit être fait. Or, ce qui doit être fait est tellement important que si on ne le fait pas, on risque éventuellement de subir les contre-coups de ce qui n'a pas été fait, qui vont donc nous remettre encore dans une situation de statu quo ante, qui n'est pas quelque chose de très tenable. Mais simplement, aujourd'hui, ce chef de gouvernement et le chef de l'État ne peuvent pas eux-mêmes prendre des initiatives solitaires pour aujourd'hui jouer sur les délais. Il faut que le débat sur les délais se fasse avec l'ensemble de la communauté politique, avec l'ensemble des composantes sociales du Mali, pour être conscient aujourd'hui de ce qui doit être fait, du temps qui doit être mis pour le faire, et surtout ce qui doit être fait et par qui. Il faut se sortir justement de ce contexte politico-institutionnel qui met en avant un président de la transition et un chef de gouvernement qui ne sont pas tout à fait les autorités les plus légitimes. Il faut que toute la classe politique soit impliquée. Il faut que tout ce qui est représentatif du Mali soit impliqué de manière à ce que le débat sur la durée de la transition permette aujourd'hui de déboucher sur les choses à faire ou à ne pas faire et sur les choses qui doivent être faites par qui et en combien de temps. Ce n'est que là que l'on peut éventuellement donner des assurances à une communauté internationale qui est aux aguets et aux abois, au regard de ce qui a été déjà fait par rapport à la première phase de la transition, qui est tout à fait anormal par rapport à la deuxième phase, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour la communauté internationale, tout ce qui se dit n'est pas forcément des choses qui vont se faire, d'autant plus qu'à la tête de l'État, c'est quand même une junte militaire. Merci. Vous évoquiez au début de votre réponse en tout cas le soutien, en tout cas la non-hostilité de l'opinion publique au moment de la chute d'Ibeka, de ce qu'on pourrait appeler le premier coup d'État. Et vous avez évoqué aussi les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, et justement suite au deuxième coup d'État, appelons-le comme ça, quelle est aujourd'hui la position, les prises de position des acteurs politiques, je pense aux principaux partis RPM, URD, mais aussi des acteurs de la société civile, enfin civil et non civil, enfin pas comme l'imam Dicko aujourd'hui, comment se positionne-t-il, et la société civile par rapport à ce qui s'est passé au mois de mai. Je crois que en dehors des condamnations de principe, on n'a pas vu de prise de position assez forte pour ou contre ce régime de transition, le deuxième. Et vis-à-vis du coup d'État, c'est vrai qu'il y a eu des condamnations de principe, qui ont été d'ailleurs des condamnations très molles pour moi, et qui n'ont pas permis aujourd'hui de fixer la chose sur le plan du principe. Bien évidemment, au regard de l'évolution des choses aujourd'hui, on a entendu le chef de gouvernement lui-même, celui qui a été nommé par le colonel Goïta, parler de rectification de la transition. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais aussi bien la transition que la rectification de la transition sont des situations qui peuvent éventuellement être d'une grosse alerte à ce niveau-là. Les acteurs politiques qui ont été déterminants pour la chute du président Ibeka ont été d'une grande mollesse. Ils l'ont pas toujours ouvert sur ce qui se dessine au Mali, ils l'ont pas toujours ouvert pour dénoncer avec vigueur ce qui doit être dénoncé, ce qui fait qu'aujourd'hui, aussi bien les Maliens que les acteurs politiques maliens sont dans une espèce d'expectative. Ils sont en alerte, ils regardent, ils scrutent, ils essaient de comprendre des choses qui les dépassent, parce que ça va très vite. Mais cette situation est d'autant plus inquiétante aujourd'hui qu'on sent au fur et à mesure que les jours passent que les choses sont loin d'être maîtrisées. D'abord, il n'existe pas un
un véritable consensus politique sur ce qui se dessine dans le cadre de la transition. Et on ne sent pas non plus un véritable engouement des Maliens à supporter ou ne pas supporter ce régime militaire qui se met en place. Ce qui est clair, c'est que comme tout régime militaire, ce qui est dit n'est pas ce qui est fait. Et ce qui est fait n'est pas ce qui est dit, et c'est pour ça qu'il faut redoubler de vigilance et de capacité de contrôle justement sur ce qui se fait. On peut peut-être estimer que cette junte militaire allait se trouver une caution politique qui est celle du M5, et ce n'est même pas la caution politique de tout le M5, c'est la caution politique du chef du M5. On peut aussi imaginer que cette junte est à la recherche de combinaisons qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir s'accaparer du pouvoir politique, de l'exercer par personne interposée. Ils vont là plaider par procureur, ils vont donner la réalité du pouvoir à un personnage politique qui va avoir l'impression qu'il exerce le pouvoir, qu'il l'exerce pas. Et c'est pour ça que la vigilance doit être de mise, et c'est pour ça qu'aujourd'hui la classe politique, y compris celle qui est en dehors du cadre politique actuel, doit se mobiliser justement pour mettre en place des balises. Pour contraindre le régime militaire en place, entamer des discussions, ne serait-ce que sur la feuille de route de la transition, sur l'agenda de la transition, sur les actions essentielles accomplies dans le cadre de la transition, et en même temps se mettre en rapport avec la communauté internationale qui, elle, a le droit légitime de regarder ce qui se passe au Mali, parce que ce qui se passe au Mali implique d'autres. Il ne faut pas non plus oublier la situation de crise, de très grande crise dans le contexte malien où la sécurité est en jeu, et la présence militaire justement doit se discuter dans un contexte comme celui-ci. Et c'est pour ça que tous les partenaires militaires qui sont là et tous les bailleurs de fonds qui sont là pour accompagner le Mali dans un contexte aussi difficile doivent tous être impliqués dans ce débat-là. Et ça, cette initiative incombe au chef du gouvernement. À lui de prendre cette initiative ou pas, et c'est aux hommes politiques qui sont hors cadre aujourd'hui de pouvoir contraindre justement ce débat, de permettre aujourd'hui de mettre un agenda assez clair et net de la transition. Justement, dans ce contexte, vous évoquez la question sécuritaire, la question militaire, dans ce contexte interne malien, quelles peuvent être les conséquences de la décision du président Macron de revoir l'opération Barkhane sous sa forme actuelle? Est-ce que, même si certains y voient une relation de cause à effet, le second coup d'État et cette région, ce qui est discutable, mais d'après vous, quelles peuvent être les conséquences de cette révision de l'opération Barkhane? Alors, cette position exprimée par le chef de l'État français est une position qui a étonné un tout petit peu sur le terrain, parce que simplement, elle arrive à un moment où les chefs d'État du Sahel ont eu l'occasion de se réunir autour du président Macron, d'abord à Pau, ensuite à Nouakchott, et enfin à N'Djamena. Et dans au cours de ces trois réunions, nulle part on a entendu véritablement le président Macron parler de retrait des troupes de Barkhane à Takuba. Barkhane, c'est quand même une présence plus forte que d'autres. Et Barkhane, c'est déjà une expérience acquise sur le terrain. Et Barkhane, c'est aussi une combinaison avec les armées locales tout le long d'une présence et d'une action aujourd'hui qui permettent de mesurer l'ampleur de la tâche et surtout de constater quand même quelques progrès réels. Rien que récemment, après cette annonce qui a été faite par le président Macron, il y a quand même des chefs militaires de l'EI qui ont été capturés sur le terrain, et ce n'est pas souvent qu'on capture autant de chefs militaires et en même temps. Du point de vue de l'information et de la capacité justement à exploiter les informations, ce n'est pas rien. Le deuxième élément, c'est que on est dans un contexte de sécurité qui parle de sécurité, parle de coopération à un niveau important. Qu'une démarche comme celle-ci, celle du président français, soit prise aujourd'hui à partir de lui, uniquement à partir de lui, sans qu'il n'y ait de débat préalable, ceci peut inquiéter. Et le troisième élément, imaginez tout simplement ces populations qui sont directement concernées par ces crises-là, par les prises d'otages, par des actes de tuerie, par des actes de viol et de violence absolue dans ces zones, qui entendent que Barkhane ne sera plus là d'ici quelques temps. C'est une euphorie absolue d'un point de vue psychologique.
ce n'est pas la meilleure démarche que l'on puisse préconiser à ce niveau-là. Le tout doit résulter d'une dynamique de coopération absolue, d'échange, de grande concertation, de manière à ce que toute variation de la France dans sa présence militaire au Sahel puisse faire l'objet de discussions. Et je peux comprendre que pour les contingentements locaux liés à la politique locale française, on peut amener aujourd'hui à proposer des démarches nouvelles, des variations, même si elles sont contraires à ses propres engagements. Mais le tout doit être véritablement discuté. Il ne faut pas oublier non plus que les sociétés civiles locales africaines du Sahel, même si elles ont été souvent très divisées justement sur les positions qui ont été exprimées pour dire oui ou non à la présence militaire française, c'est exactement la même dynamique que l'on trouve dans l'opinion française. Vous avez vu d'ailleurs que les chefs d'État africains n'ont pas eu de mots, ils sont encore muets depuis l'annonce qui a été faite. Et c'est vrai que cette annonce-là, même si elle n'était pas totalement liée à la situation du Mali, les observateurs n'ont pas oublié quand même de relever que le président Macron a quand même mis en avant la situation du deuxième putsch militaire. Et ce deuxième putsch est totalement condamnable. Pour autant, la vie des populations du Sahel vaut nettement plus qu'un coup d'État qui n'est que éphémère. Ce colonel Goïta va disparaître un jour ou l'autre dans les mêmes conditions que tous les putschistes ont pu disparaître. Mais le sort des populations paisibles qui subissent le terrorisme avec une affre telle est important, est à prendre en compte pour éviter justement que sur un coup de tête, on ne se retrouve à prendre des décisions qui peuvent aller au-delà des personnes qui les prennent et qui peuvent impliquer tout un peuple. Dans ce contexte général, quelle perspective peut-on envisager et quelle perspective envisagez-vous au Mali à court et moyen terme? Je pense qu'on a besoin véritablement au Mali d'abord de s'arrêter, ensuite de nous parler et enfin de mettre en avant tous les éléments qui sont importants aujourd'hui et qui vont participer demain au règlement des difficultés que nous connaissons. Et les difficultés sont connues, c'est que le territoire est grand, la problématique de l'intégrité du territoire national est mise en cause. La problématique de la cohésion nationale est en cause. La difficulté des relations intercommunautaires est en cause. La question du culte n'est pas en entrée. La problématique de la participation des fils et filles du Mali pour assurer les destinées d'un pays comme le Mali sont en cause également du point de vue de toutes les valeurs qui sont essentielles aujourd'hui et qui doivent habiter chaque personne qui décide d'être un représentant national ou un représentant local. Nous n'avons de cesse aujourd'hui de nous présenter au suffrage sur la base de propos qui n'ont plus aucun sens. Parce que simplement, dès qu'on a capté les voix, dès qu'on est en situation de fonction, dès qu'on est en situation d'exercer un pouvoir, on a tendance à oublier qu'il ne faut pas l'exercer que pour soi, il faut l'exercer plutôt dans le sens de l'intérêt général. Ce sont l'ensemble des problématiques de démocratie, de gouvernance, d'engagement des gens, de contrôle citoyen qui ont manqué dans un pays comme le Mali, qui font qu'aujourd'hui nous payons le plus lourd tribut. Des populations, des communautés entières qui se révoltent du centre au nord, des gens qui au nom de la religion mettent en avant des valeurs non seulement religieuses mais aussi morales, en faisant le reproche aux uns de ne pas être capables de se soumettre à ces valeurs-là et à eux de leur donner le chemin pour qu'ils puissent venir exercer ces prérogatives, ces valeurs, sans que cela ne résulte de l'assentiment des gens. Imaginez un pays comme le Mali qui puisse aujourd'hui supporter la charia dans tout son côté dramatique. Alors, s'opposer à la charia n'est pas forcément synonyme de ce que nous ne sommes pas capables de pouvoir s'ouvrir avec les religions. Mais la question de la laïcité aujourd'hui, de la présence de la religion au sein d'un État, la situation de personnes comme l'imam Dicko, d'autorité morale au titre de la religion, qui se retrouvent aujourd'hui être des vrais acteurs politiques, derrière lesquels d'ailleurs les gens sont engagés, sont des défis majeurs dans notre pays. Et c'est pour ça que ce contexte-là doit être mis en débat
assez calmement, assez sereinement, dans un pays qui doit faire l'option du débat plutôt que l'option de la guerre, et qui doit non seulement se dire que la communauté internationale est présente à ses côtés, mais qu'elle ne saurait être présente tout le temps, et qu'il incombe au Mali et aux Maliens justement de se prendre en main, de se mettre autour de la table, de discuter. Et la discussion implique véritablement ceux qui ont pris les armes, qui continuent encore à tuer dans les coins et recoins du Mali, ce qui est une grande situation de difficulté, qui ne peuvent pas donner plus de poids justement aux propos des gens qui prônent aujourd'hui le dialogue avec des gens qui continuent à tuer. Il y a un moment où il faut que tout le monde se retrouve au sein de la République, sur le territoire, et que tout le monde revendique ce qu'il veut revendiquer dans un contexte où on se reconnaisse mutuellement comme étant des Maliens et engagés dans un processus de paix, dans un processus de construction nationale au sein d'un État qui lui est unitaire et qui fasse la place à toutes les communautés, à toutes les religions, pourvu que ces communautés et ces religions puissent se tenir à la loi et que la loi n'est rien d'autre que celle de la République. Alors ma dernière question me fera quitter le Mali pour aller un peu plus à l'ouest, en Côte d'Ivoire, mais dans une question qui est d'ordre international, c'est le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire suite à son acquittement par la CPI, la Cour pénale internationale, a renouvelé les critiques et les interrogations déjà anciennes sur le fonctionnement de la Cour. Vous, en tant qu'ancien ministre de la Justice, en tant qu'avocat juriste, quel regard portez-vous sur justement ces critiques, sur le fonctionnement de la CPI, sa légitimité, sur la question de la justice internationale? Ça donne l'impression encore de la justice des vainqueurs contre les vaincus. N'oubliez pas que le lendemain de la guerre, Nuremberg s'est installé justement pour prendre l'étau de la justice. Tous ceux qui ont été considérés par les vainqueurs comme étant des déviants vis-à-vis de la loi, vis-à-vis du bon sens politique. Ce n'est pas tout à fait le même phénomène qu'ici, c'est que le constat part du fait que nous avons des états de non-droit et que la plupart des états africains sont des états de non-droit, en ce qu'ils ne sont pas toujours capables d'appréhender des situations de fait, de les rattacher donc à des individus et de les passer devant la justice pour qu'ils soient jugés. Mais la justice, elle est d'abord nationale, directement liée à la souveraineté des pays. Et c'est pour ça d'ailleurs que la justice est rendue au nom du peuple. Mais lorsque aujourd'hui vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire qui sollicite la justice internationale au motif qu'elle n'est pas toujours capable de pouvoir poursuivre des crimes d'une certaine importance et qui concernent des gens d'une certaine importance aujourd'hui. Un ancien chef d'État a été pris en Côte d'Ivoire, gardé pendant un temps et puis déféré devant la CPI. À la demande de la Côte d'Ivoire, qui à l'époque d'ailleurs n'était pas membre de la CPI, mais qui a sollicité la CPI. Et voilà que la machine judiciaire s'est mise en marche dans des conditions qui ont permis au président Laurent Gbagbo de bénéficier d'une justice d'état de droit, avec des règles, des procédures et un droit d'accès qui lui donnait l'occasion justement d'assister à un procès équitable. Il a eu le temps de se défendre, il a eu le temps de préparer sa défense, il a eu les moyens de sa défense. Et il a eu une tribune également pour mettre en avant sa défense. Et au bout du compte, 10 ans, il a gain de cause. Parce qu'il a été libéré par la justice pénale internationale en instance, et cette décision a été confirmée également en appel dans des conditions telles aujourd'hui qu'il lui restait à lui, à la Côte d'Ivoire, rien d'autre que de l'accueillir en héros. Il est parti criblé de crimes, il revient totalement blanchi, dans un contexte africain lui-même, ivoirien lui-même, qui est troublé par un troisième mandat inacceptable, qui est troublé par la problématique de la cohésion nationale, de l'unité nationale, qui est encore plus exacerbée aujourd'hui que du temps de Gbagbo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au plan politique, il y a des défis majeurs. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, est un citoyen ivoirien qui retourne chez lui. Il faut quand même rappeler qu'il fait l'objet d'une condamnation à 20 ans de prison pour la casse de la BCEAO et que personne ne le lui a rappelé en revenant en Côte d'Ivoire. Du coup, on est en droit légitime de penser que même cette condamnation n'est survenue que dans un contexte politique. On a voulu là aussi le salir, comme on a voulu le salir en le renvoyant devant la CPI. Dans les deux cas de figure, la question de la justice, de l'opportunité de la justice internationale est posée. Ce n'est pas que la justice internationale n'a pas d'importance, c'est simplement qu'aujourd'hui,
La première des choses à faire pour les pays africains, c'est véritablement de mettre en place un cadre judiciaire africain, indépendant et autonome, et qui soit capable d'appréhender ces crimes-là. Et comme la question du droit, et comme la question de la loi, et comme la question de la justice ne semblent pas être les premières priorités pour les chefs d'État africains, des Gbagbo, il y en aura. À côté de Gbagbo, il y a eu quand même Mbemba de RD Congo, qui aussi a été jugé dans les mêmes conditions de crimes absolus par la CPI, qui a été aussi blanchi. Il y en a d'autres qui sont encore qui sont déférés devant la justice pénale internationale, et en d'autres circonstances, nous avons des justices qui ont été mises en place justement pour appréhender des crimes d'une certaine gravité. Le défi majeur pour les Africains, c'est d'avoir une parfaite adéquation avec la loi, avec le droit, avec les institutions, et être capable justement de reconnaître la justice comme étant un des derniers apparts. Et que l'état de droit oblige tout le monde à se soumettre à la justice. Il faut rapatrier cette justice internationale dans les contextes africains, dans les cadres africains, pour donner justement aux peuples africains de voir leur justice se mettre en situation de juger ceux des Africains qui auront commis des crimes. La démarche est d'abord pédagogique, elle est psychologique, elle est psychique. Et c'est important de juger Gbagbo en Côte d'Ivoire. On l'aurait jugé en Côte d'Ivoire 6 mois ou 12 mois après qu'il ait été arrêté en Côte d'Ivoire. On l'aurait condamné à la mort et, pardon de l'extrémité de ce que je dis, on lui aurait même coupé la tête qu'il n'aurait pas eu un seul pour dire le contraire de ce qui aurait été fait. Et pourtant aujourd'hui, les gens s'étonnent que la CPI l'ait mis hors de cause. C'est ça le paradoxe de la justice. Quand vous êtes déféré devant la justice, c'est du quitte ou double. Vous êtes ou appréhendé par la justice et condamné, ou vous êtes ou relâché par la justice et blanchi. On ne peut pas aller à la chasse en disant on va forcément retourner avec du gibier. Il y a des jours où on retourne totalement brebis. Mamadou Konaté, merci beaucoup. Merci de votre invitation, je suis toujours ravi de venir ici. Et on aura d'autres occasions, j'espère. Merci. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.